Je tiens d'abord à remercier la Fondation Gabriel Péri et Francis Wurtz et saluer la démarche de ce colloque qui consiste à appréhender ce qu'on appelle désormais la crise grecque, non pas comme un phénomène isolé, mais bien comme le symptôme d'une crise existentielle de l'Europe. Les Grecs, nos amis grecs disent souvent que leur pays a servi de laboratoire, tu viens de le dire en parlant de cobayes, pour une stratégie du choc qui vise en fait à contraindre les autres peuples d'Europe à se conformer au canon d'un néolibéralisme le plus dogmatique, le plus destructeur sur les terrains sociaux, mais aussi sur les terrains économiques, et tout cela sans le moindre respect des procédures démocratiques les plus élémentaires. Le résultat en Grèce, ça a été une triple dévastation sociale, économique, démocratique. Et je voudrais quand même revenir un peu sur ce à quoi les Grecs ont voulu dire stop en donnant la victoire à Syriza le 25 janvier. La dévastation économique, c'est 65% de l'appareil productif qui est complètement à l'arrêt au terme de ces 5 ans d'austérité. Ce sont des pans entiers de l'industrie, notamment dans le secteur agroalimentaire, qui sont détruits. C'est tout le petit capital balayé. C'est très visible quand vous vous baladez dans les rues d'Athènes. C'est tous ces rideaux baissés, c'est tous ces petits commerces qui n'existent plus et dont la destruction a alimenté une concentration du capital et l'accumulation à certains pôles et le remplacement par des chaînes liées à des multinationales dans la restauration, mais pas seulement. C'est le bradage de tout le patrimoine de l'État grec à vil prix. On a tenté de vendre en Grèce jusqu'aux plages, jusqu'aux forêts, c'est-à-dire un patrimoine naturel protégé. Le résultat, ce sont des taux de chômage insoutenables. Officiellement, plus d'un quart de la population active au chômage, des taux qui montent à 50% chez les jeunes, mais qui, dans certains endroits, sont effroyables. Je pense notamment à la commune de Perama, qui accueillait les chantiers navals, et où 80% des travailleurs des chantiers navals sont aujourd'hui au chômage parce que une partie de ces activités, sous la pression des armateurs, est partie en Chine, par exemple. Le résultat aussi, alors on a appliqué cet électrochoc en disant on va réduire la dette. En réalité, cette dette, elle a explosé, elle est passée de 115% du PIB à plus de 180%, je crois, d'après les derniers chiffres donnés par le gouvernement grec. Donc même le but affiché n'a évidemment pas été atteint, si tel était véritablement ce but, celui d'une réduction du poids de la dette publique. La démolition sociale, c'est plus de 30% des Grecs sans aucune protection sociale. Et là, je voudrais donner un exemple qui m'a particulièrement heurtée il y a quelques années. L'hôpital public était tenu de ne plus accepter les patients ne pouvant pas s'acquitter des factures. Et cette règle s'est appliquée aux femmes enceintes qui venaient accoucher et celles qui ne pouvaient pas s'acquitter de la somme de 700 €, coût de l'accouchement, voyaient leur bébé retenu. On a appelé ça les bébés otages. Évidemment, ça a suscité une très forte indignation dans la société grecque et un terme a été mis à cette inadmissible pratique. Mais voilà jusqu'où peut aller l'injonction à la rentabilité faite à des services publics comme le service public hospitalier. C'est, Yorgos l'a dit, le retour, par exemple dans le sud, de maladies comme le paludisme. C'est chez les toxicomanes une augmentation de 2000% du taux de prévalence du VIH parce qu'il a été mis un terme à tous les programmes de prévention. Ce sont des enfants qui s'évanouissent dans les classes, tu le disais, parce
parce qu'ils souffrent de malnutrition, on peut appeler ça comme ça. Et c'est une partie grandissante de la population qui est placée dans l'impossibilité de satisfaire les besoins les plus élémentaires, se nourrir, se loger, etc. C'est aussi une jeunesse qui émigre massivement, qui quitte le pays à la recherche de travail en Allemagne ou ailleurs. Et bien sûr, c'est la partie la plus qualifiée et la plus formée de la jeunesse grecque qui part. Voilà. C'est aussi le résultat de l'austérité. Ce sont des mesures qui n'ont aucun impact budgétaire direct, mais qui ont été imposées pour détricoter toutes les garanties collectives, le droit du travail, et pour faire en sorte d'avoir une main-d'œuvre toujours plus précaire, toujours meilleur marché pour les employeurs. Le dernier aspect de ces politiques d'austérité, tu l'as dit, c'est le déni démocratique. Et là, on ne peut pas s'empêcher de citer Aristote qui disait « Oligarque et tyran se méfient du peuple ». Et tout a été fait pour que le peuple grec soit tenu à l'écart de ces choix qui se sont imposés au pays. La procédure, par exemple, du vote bloqué pour faire passer les mémorandums est l'exemple parfait de cette démarche. J'ai en tête des images de députés de Syriza, Zoé Constantopoulou par exemple, quasiment seule de nuit dans l'hémicycle, disant « mais vous ne pouvez pas faire ça, vous ne pouvez pas voter d'un seul coup 1000 pages de réglementation que personne n'a lues ». Et ça passait, quoi. Les décisions prises par décret, on l'a dit, la Troïka, mais très concrètement, qu'est-ce que c'est la Troïka? Ce sont des experts, effectivement, de la Commission européenne, du FMI, qui sont installés dans des ministères et qui peuvent faire irruption à tout moment dans le bureau du ministre et lui donner l'ordre de prendre tel décret ou tel décret, le contraindre à telle mesure budgétaire ou telle mesure budgétaire. C'est une dépossession démocratique complète. Tu as cité le RT, mais la radio-télévision publique fermée du jour au lendemain, les salariés apprenant en découvrant l'écran noir qu'ils sont licenciés, et tout ça sans aucune consultation du Parlement, enfin une décision de type autoritaire et qui a effectivement un impact démocratique. La Fédération internationale des droits de l'homme a sorti il y a quelques mois un rapport très complet sur toutes les atteintes aux principes démocratiques et aux droits humains consécutifs à l'application des politiques d'austérité. C'est tout à fait frappant. C'est tout à fait frappant aussi sur le recul de la liberté d'expression, de la liberté d'exercice de leur métier pour les journalistes. Le résultat de tout ça, on l'a dit, c'est un peuple profondément humilié par ce qui lui a été imposé, mais profondément humilié aussi par la caricature construite pour justifier ce traitement de choc. Il y a quelques semaines, j'étais dans un débat avec un éditorialiste du Monde, Arnaud Le Parmentier, qui nous parlait des Grecs se prélassant aux terrasses des cafés à Athènes en buvant l'ouzo. En Grèce, la moyenne hebdomadaire du temps de travail est de 41 heures. Elle est de 36 dans la zone euro. Donc Syriza, à mes yeux, c'est à la fois l'expression de toutes les résistances du peuple grec à ce traitement qui est à la fois inhumain, antidémocratique et qui n'a aucune espèce de rationalité économique. Quand je dis l'expression des résistances, c'est que là où l'État s'est retiré, des réseaux de solidarité se sont tissés pour permettre aux gens de se soigner, par exemple avec la mise en place de centres de santé solidaires où travaillent des médecins, des infirmiers, des pharmaciens bénévoles. C'est par exemple la mise en place de Biocoop permettant à des paysans de vendre
leurs produits à des familles qui ne peuvent plus se nourrir. Enfin voilà, c'est toutes ces résistances-là. Et la victoire de Syriza, c'est aussi une réponse à cette humiliation. C'est un sursaut de dignité, une volonté de retrouver une forme de souveraineté populaire et de sortir de cette tutelle que les dirigeants grecs aujourd'hui n'hésitent pas à qualifier de néocoloniale. C'est aussi, et ça c'est salutaire, je crois, pour tous les pays concernés, pour tous les pays concernés par la crise de la dette, une mise en cause de la légitimité de la dette qui, s'agissant de la Grèce, mais aussi s'agissant d'autres pays, correspond en partie au transfert cynique des pertes des banques, dans le cas grec des pertes des banques françaises et allemandes, vers les contribuables grecs. Et là-dessus, je voudrais aussi donner un exemple qui est très frappant. Une fois qu'on a mis en place les structures de défaisance permettant aux banques des pays centraux de se débarrasser des titres trop dangereux, on a contraint un certain nombre d'institutions publiques grecques, notamment les universités, mais aussi les caisses de retraite de la fonction publique, on les a contraints à acheter ces titres. Une fois que c'était fait, on a imposé en 2010 une restructuration qui impliquait une décote qui fait que les universités grecques ont vu leurs ressources divisées, chuter d'un quart, je crois. C'était 25% la décote. Donc vraiment, là, c'est la caricature du transfert des pertes vers la collectivité. La dette en Grèce, mais aussi au Portugal, en Espagne et même ici en France, c'est vraiment un moyen de chantage pour imposer au peuple des choix politiques pour lesquels ils n'ont pas opté. Et peut-être là, dans le bras de fer qui se joue, très inégal, qui se joue à l'échelle de l'Europe, on est dans un moment où c'est vraiment des changements de logique qui s'imposent, faute de quoi on ira effectivement vers une forme de démantèlement de l'Union européenne. Et là, il y a de la part des dirigeants européens une forme d'irresponsabilité qui mène l'Europe au gouffre et qui met en danger de mort le projet européen. Qui sont ces dirigeants politiques qui s'opposent à toute réorientation de l'Europe, qui donne ce réel économique du néolibéralisme le plus brutal comme indépassable? C'est Jean-Claude Juncker. Alors moi, j'utiliserai un langage un peu moins diplomatique que celui de Francis, mais Jean-Claude Juncker, c'est qui? C'est un ancien patron de paradis fiscal qui est, à mes yeux, coupable de blanchiment de fraude fiscale en bande organisée. Je ne reviens pas sur le scandale LuxLeaks. Qui est Mario Draghi, qui a refusé aux banques grecques que soient pris en collatéraux les titres de dette grecque, fermant un robinet de financement vital. Mario Draghi, c'est un ancien vice-président Europe de Goldman Sachs qui était au courant. Il est impossible qu'il n'ait pas été tenu au courant de l'activité de conseil qui a poussé les décideurs grecs au tournant des années 2000 à s'endetter de manière irrationnelle. Voilà, ce sont ces gens-là aujourd'hui qui nous disent, qui ont mené par leur choix, par leur politique, par leurs actes sur le plan politique et professionnel, qui ont mené au désastre, qui aujourd'hui refusent au peuple grec toute perspective de sortie de crise. Je voudrais simplement terminer sur cette idée, mais qui a été exprimée par Catherine Lalumière et par Francis Wurtz. Empêcher aujourd'hui Syriza d'ouvrir une alternative dans un cadre européen, parce que c'est un parti pro-européen, contrairement à ce qu'affirment un certain nombre de commentateurs, empêcher Syriza d'ouvrir cette alternative, c'est ouvrir un boulevard, effectivement, à l'extrême droite, la plus brutale, la plus anti-européenne, la plus xénophobe.
Et c'est créer toutes les conditions que la crise de confiance, que cette défiance qu'on sent monter depuis des années vis-à-vis du projet européen se transforme en fait en divorce irrémédiable. Voilà.